Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Nous sommes déjà le mois de décembre. D'ici quelques jours, nous allons fêter Noël, mais de ces 10 derniers jours, beaucoup d'encre ont coulé concernant ce qui s'est passé dans les chambres basses et hautes. Il y a eu aussi également le loi des finances 2013, sans amendement au niveau du CST. Tout compte fait, où est-ce que nous en sommes, Franck Ramarson, puisque les 6 mois par rapport à l'élection présidentielle approchent à grand galop? 6 mois qui approchent à grand galop et qui 6 mois d'incertitude pour les élections présidentielles. Je ne parle pas des candidatures pour le mois de juillet pour les élections législatives, mais jusqu'à présent, on n'a pas donc une tendance de ceux qui vont pouvoir se présenter. Le débat maintenant se focalise autour du fameux Nini. Au départ, donc, on avait dit que les 2 protagonistes de la crise, en l'occurrence Andrew Rantzajel et Marc Ravalman, ne pourront pas se présenter. Mais une autre tendance maintenant, qui revient à l'accord de Maputo, qui est maintenant diligentée par les grandes puissances occidentales, qui préconise que pour éviter le clash politique et surtout une crise post-électorale et faire des élections dans des conditions sereines et dans un climat apaisé, donc préconise que tous ceux qui ont participé à cette transition, que ce soit les membres du gouvernement, les membres du CT, les membres du CST, en sus des 4 connus, Didier Ratsir, Raphaël Bert, Marc Ravalman et Andrew Rantzajel, ne se présentent pas aux élections. Et les amnistiés? Il reste donc plus que les amnistiables. Amnistiables plutôt. Parce qu'ils ne sont pas encore amnistiés. Et donc les amnistiables aussi feront partie du lot de ceux qui ne pourront pas donc participer à ces courses électorales. Donc dans un sens, ce sera peut-être une bonne chose, et puis ça va peut-être faire émerger toute cette élite cadre intellectuelle qui veulent, je dirais, un véritable changement, donc des visions qui sont porteurs d'avenir dans les régions et sur le niveau national. Et moi je pense que c'est là qu'on verra, est-ce que ces partis politiques ont vraiment un vivier de cadres et de militants qui peuvent aujourd'hui travailler, œuvrer pour le patriotisme et pour le devenir de cette nation. Alors cela veut dire, si ça veut dire fondation. Là, ça veut dire aussi, si on revient à un certain album de présidentiables ou futurs candidats, il ne restera qu'une ou 2 têtes. Pas du tout, pas du tout. Il y en aura peut-être beaucoup plus qu'on ne le pense, puisque ceux qui n'ont pas adhéré à cette transition, ceux qui n'ont pas voulu être complices, je dirais, d'une gestion malsaine, que ce soit du temps de l'ancien régime ou de maintenant, donc vont pouvoir maintenant faire parler d'eux, et je pense que, c'est parce que là que le bas blesse ici dans ce pays, c'est que on oublie que nous sommes quand même 20 millions d'habitants, et ce n'est pas peut-être un ramassis de politicards qui va mettre en otage ces 20 millions, c'est-à-dire les membres du CST, CT du gouvernement, et qui a donc toujours des leaders qui sont peut-être cachés et qui sont donc en attente d'être adoubés demain par un processus électoral élu par le peuple qui, par rapport à, je dirais, aux attentes d'un changement drastique, un peuple qui veut qu'on ait maintenant des dirigeants compétents, intègres et qui pensent à l'intérêt du plus grand nombre. Moi, je pense que un malheur, le bonheur est bon, comme on dit. Pourquoi? Parce que 4 ans de transition, ça suffit, ont permis à la population de jauger toute cette classe politique qui est au pouvoir actuellement. Il ne faut pas oublier que c'est un gouvernement de consensus inclusif et qui n'est pas encore légitime puisqu'il n'a pas été élu. Donc c'est là qu'on a vu comment ça se passe au niveau du gouvernement, toutes les chamailleries entre les ministres de diverses tendances au sein du gouvernement, le désaccord manifeste entre le président de la transition et son premier ministre, et toute cette cacophonie tous les jours dans les chambres et qui ne font pas honneur à la bonne gouvernance du pays. Oui, alors maintenant, au niveau technique, si on parle des élections, on avance, nous fait-on savoir, mais comme il a été spécifié, des candidats, c'est encore un point d'interrogation. Mais est-ce que cela pourra faire sortir quand même le pays vers une certaine lueur d'espoir?
Non, je pense qu'il y aura une lueur d'espoir si on applique ce qu'on avait dit, puisque cette proposition... D'où cette grande avancée de la communauté internationale? Cette proposition de la communauté internationale l'a plus ou moins soufflé chez le Premier ministre, a commencé à aller faire des révélations dans des conversations privées et qui lui a valu peut-être quelques remontrances, mais ça n'a pas été suffisant pour certains, puisque, comme je vous l'ai dit, il y en a qui veulent la refondation politique, un assainissement de la classe politique, je dirais même un tsunami avec tout ce qui se passe actuellement. N'oubliez pas que ce phénomène s'est déjà produit au Ghana. Vous avez vu passer le Ghana sur le plan économique. L'exemple actuel. Mais au Ghana, simplement, c'est que Jerry Rawlings, quand il était au pouvoir, il a simplement éliminé physiquement toute cette classe politique. Mais là, c'est vraiment plus... On attend avant qu'on arrive à une certaine violence, puisque vous savez très bien que normalement, quand le débat idéologique, le fond n'est pas tellement au niveau que l'on souhaite, c'est-à-dire donc le combat politique devient violent, et c'est pour ça que on a peur actuellement qu'on s'engage vers une nouvelle crise, si on ne se soucie pas donc de l'intérêt général du pays, à savoir un tsunami politique avec donc une nouvelle équipe pour la prochaine élection. Alors dites, si on fait de fil en aiguille, cela veut dire que même pour les élections législatives, ça pourrait se faire comme tel aussi? Oui, bien entendu. Imaginez un membre du CT, il touche combien maintenant? Il touche à peu près 30 millions, 40 millions. Imaginez le citoyen, membre d'un parti, qui veut participer aux élections. Il n'a pas les mêmes moyens. Alors que celui qui est membre du CT, il a eu les faveurs de la transition. Il a été choisi, non pas en tant qu'élu, mais en tant que, je dirais, désigné. Donc, il y aura déjà une égalité des chances. Donc c'est pour cela... Je crois mal, Franck Ramarson, que ces gens-là vont accepter gratuitement la chose. Est-ce que vous croyez que si l'Église, si l'armée presse un gouvernement fort, je dirais, influe sur le côté peuple, parce que le peuple sera content si demain on met un peu de côté pendant ces premières élections toutes ces personnes qui participent. Dites, vous parlez de l'armée, mais cela veut dire que c'est maintenant le moment pour l'armée de se ressaisir, de se rattraper. C'est là qu'elle doit, après avoir, où leur réputation est ternie par plusieurs raisons, que je n'évoquerai pas ici, dont les dernières, c'est concernant les événements du Sud. C'est une occasion de se ressaisir, et donc de travailler de concert avec les églises, pour faire avancer les choses et résorber toute cette crise et avoir de bonnes résolutions, amener toute cette classe politique à se réunir pour pouvoir solutionner tous ces problèmes que le peuple est en train de souffrir. Dites, Franck Ramarson, et donc tous nos accompagnateurs dans cette recherche de sortie de crise, accompagnateurs internationaux, selon Courrier de Madagascar, ils sont du même avis? Peut-être pas. Peut-être que l'Union africaine serait dire sortir une analyse concernant ce qui se passe à Madagascar. Elle a même émis un certain nombre de scénarios, 3 scénarios, mais ça tournait autour toujours de Marc Ravalman et André Azoulay. Effectivement, pour dire qu'est-ce qu'ils ont encore une certaine influence au pays. L'ONU aussi, j'appellerais une vision sur la sortie de crise, mais son intervention politique s'est réduite, mais elle s'est cantonnée dans le financement des élections, donc dans l'organisation, pour qu'on ait des élections, je dis, sereines et crédibles. C'est pour ça que la communauté internationale demande à ce que même dans le processus électoral, la CENIT soit réellement indépendante et elle ait une autonomie financière. Même si l'État malgache participe réellement donc au processus, il veut contrôler les dépenses de la CENIT, donc il peut déployer, comme on dit, des agents à la CENIT, mais doit respecter le besoin d'autonomie de la CENIT, y compris d'un point de vue financier, parce que c'est à partir de là qu'il y a quand même un certain nombre donc de doutes sur la CENIT si elle n'a pas cette autonomie financière. Et donc, fin d'année, que peut-on espérer? Apaisement? Trêve politique? Ou allons encore rêver, ou allons-nous faire la fête, Franck? De toute manière, je pense que ce serait une mauvaise idée, toujours donc de célébrer la 2e année de la Constitution, donc de cette Constitution qui... Vous voulez parler du 11 décembre? Du 11 décembre, parce que tout le monde récuse cette Constitution, parce que tout cela n'a pas été légitime pour beaucoup. Donc, si vous avez bien vu, sur tous les médias, sur toutes les déclarations des politiques, on demande encore une assemblée constituante. Ça veut dire beaucoup de choses. À très bientôt, Franck. Merci.